L'air dans la salle de contrôle du centre de simulation de vol avancé de la base aérienne d'Edwards, en Californie, était lourd, d'un bourdonnement électrique discret, pulsant comme un battement de cœur constant à travers l'environnement frais et stérile. L'odeur d'ozone émanant des racks de serveurs en activité se mêlait à l'arôme âcre du café éventé qui mijotait dans une vieille machine à café toujours allumée dans un coin. À cela s'ajoutait la tension palpable d'une poignée de jeunes aspirants pilotes dont les regards nerveux oscillaient entre les écrans et l'homme qui dominait cette pièce. Dehors, le soleil implacable du désert de Mojave brûlait, mais à l'intérieur, le monde était climatisé presque clinique, un sanctuaire dédié à la technologie et à la précision. Au centre du hangar trônait le simulateur, une monstre hydraulique coûtant des millions de dollars. Cette machine n'était pas un jouet. Elle était conçue pour reproduire avec une précision brutale les conditions physiques chaotiques d'un combat aérien, chaque mouvement, chaque turbulence, chaque instant d'échec, avec une intensité qui mettait à l'épreuve même les nerfs les plus solides. C'était le royaume du sergent-chef Daniel Brooks, un homme dont la présence physique était aussi intimidante que la technologie qu'il contrôlait d'une main de fer. Brooks, vétéran de 22 ans, avait commencé sa carrière comme mécanicien de chasseur à réaction avant de devenir le maître incontesté de ce simulateur. Ses connaissances des systèmes aéronautiques étaient encyclopédiques, sa capacité à manipuler les interfaces complexes était légendaire. Mais ce savoir était indissociable d'un mépris profondément enraciné pour ceux qu'il jugeait indignes de pénétrer son espace sacré. Cela incluait presque tous les officiers qu'il considérait comme des universitaires arrogants, tous les techniciens civils qu'il estimait incompétents, et aujourd'hui en particulier une femme discrète, qui se tenait trop près de sa console principale. Elle portait une combinaison de vol olive toute simple, dénuée d'insignes de grade de nom ou d'écussons d'unité. Son apparence était banale, presque invisible, et pourtant sa présence était pour Brooks une provocation. Elle était une anomalie dans son univers soigneusement contrôlé, un facteur perturbateur qui remettait en question son autorité. La femme était arrivée avec le groupe de visiteurs du Major Thomas Reynolds qui effectuait une inspection de routine du centre. Le groupe comprenait des officiers de haut rang, quelques ingénieurs civils et cette femme qui s'était détachée des autres. Depuis plus de 15 minutes, elle se tenait immobile, ses yeux suivant les flux de données silencieux sur l'écran principal avec une intensité qui irritait de plus en plus Brooks. Elle n'avait posé aucune question, n'avait touché aucun interrupteur, n'avait même pas fait un commentaire. Elle observait simplement sa posture calme, presque étrangement posée. Pour Brooks, elle n'était personne. Une employée de bureau civil, peut-être, une assistante curieuse qui s'était aventurée dans un espace réservé au personnel qualifié. Sa combinaison légèrement trop grande et son absence de prestance militaire renforçaient son jugement. Elle ne correspondait pas à son image d'un véritable guerrier, d'un pilote digne du simulateur. Sa simple présence semblait être une insulte, une fissure dans l'ordre soigneusement orchestré de son royaume, qu'il gouvernait avec une discipline de fer et une arrogance assumée. L'orgueil de Brooks était une chose fragile, jalousement gardée, nourrie par la domination et le contrôle. Il était le maître incontesté de cet espace, et la présence de cette femme était un défi qu'il ne pouvait tolérer. Les jeunes aspirants, 6 lieutenants nerveux, attendant leur tour dans le simulateur, ressentaient la tension qui s'accumulait comme un nuage sombre. Leurs regards allaient hâter de Brooks à la femme incertain s'ils devaient rire ou se taire. Brooks décida de faire un exemple. Il se redressa de toute sa hauteur, ses larges épaules emplissant l'espace, et sa voix tonna à travers le hangar délibérément forte pour attirer l'attention de tous. « Dégagez, madame !» aboya-t-il, ces mots
teintée d'un mélange de mépris et d'autorité. Ceci est une zone technique sécurisée réservée au personnel qualifié, pas une étape touristique pour les gratte-papiers. Un ricanement parcourut le groupe des aspirants et des autres instructeurs. Un rire nerveux qui résonna dans l'immensité froide et réverbérante du hangar du simulateur. Les jeunes lieutenants, encore peu endurcis par les réalités du service, trouvèrent l'intervention de Brooks amusante. Mais les instructeurs plus âgés échangèrent des regards furtifs, incertains de jusqu'où il irait. Il connaissait sa réputation, savait comment il utilisait son autorité comme une arme pour exiger respect et obéissance. La femme ne montra aucune réaction. Pas un tressaillement, pas un rougissement, pas même un regard en direction de Brooks. Ses yeux restaient fixés sur la console principale où des lignes de données télémétriques défilaient dans un flux silencieux et incessant. Sa posture était détendue, mais précise, ses épaules droites, son poids équitablement réparti. Une attitude qui fit soudainement s'arrêter le major Reynolds debout à l'écart. Il tenait une tasse en polystyrène contenant du café froid figé à mi-chemin de ses lèvres. Quelque chose dans sa posture, cette préparation calme presque imperceptible, réveilla un souvenir en lui. C'était l'attitude d'une personne capable de prendre le contrôle absolu en un instant de chaos. C'était l'attitude d'une légende qu'il avait lue dans un rapport confidentiel il y a 15 ans concernant une pilote d'essai qui avait sauvé un avion expérimental dans des conditions impossibles. Le rapport parlait d'une femme connue sous le nom de code Phantom, une figure qui n'existait que dans les récits chuchotés de la communauté des pilotes d'essai. Mais Reynolds écarta cette pensée, pas encore prêt à faire le lien. C'était trop improbable, trop invraisemblable qu'une telle figure se tienne ici, à ce moment précis, dans une combinaison banale, sans insigne. La tension dans la pièce fut amplifiée par une discussion qui avait eu lieu juste avant l'arrivée du groupe de visiteurs. Brooks avait parlé avec ses collègues d'une nouvelle fonctionnalité de modulation météorologique basée sur l'intelligence artificielle intégrée au simulateur, une fonction expérimentale capable de générer des phénomènes météorologiques réalistes et imprévisibles comme des turbulences, des rafales soudaines ou même des éclairs simulés. L'avenir de l'aviation avait vanté Brooks, impressionnant les autres instructeurs avec des détails techniques. Cette IA peut générer des tempêtes qui pousseraient même les meilleurs pilotes à leurs limites. Elle ne simule pas seulement la météo, elle apprend comme une vraie tempête et s'adapte. Mais seuls les meilleurs peuvent la gérer. Il avait présenté cette technologie comme infaillible, une preuve de son propre savoir-faire, car il avait participé à son calibrage. Ses collègues avaient acquiescé impressionnés par son assurance, mais la femme qui se tenait maintenant près de sa console semblait analyser les données à l'écran avec une intensité qui suggérait qu'elle en savait plus sur le système qu'il ne le soupçonnait. Ses doigts frémissaient légèrement, comme si elle manipulait mentalement une interface invisible, ses lèvres bougeant à peine, comme si elle calculait les chiffres dans sa tête. Les aspirants, attendant leur tour dans le simulateur, formaient un groupe hétéroclite, de jeunes hommes et femmes tout juste sortis de l'académie, les yeux brillants d'ambition et de peur. Ils savaient que le simulateur qu'ils appelaient « la boîte » n'était pas un jeu. Il était conçu pour les pousser à leurs limites, testant leurs compétences dans des combats aériens simulés si réalistes qu'ils provoquaient sueur nausée et parfois même des larmes. Aujourd'hui, c'était au tour du lieutenant Emily Carter, une pilote prometteuse mais nerveuse qui devait se mesurer à un scénario contrôlé par l'IA, simulant un combat aérien dans des conditions météorologiques extrêmes. L'IA avait généré une tempête, des rafales violentes, une pluie torrentielle et des turbulences qui rendaient la conduite d'un F-35 Lightning II infernale.
Carter était assise dans le cockpit du simulateur, ses mains agrippant le manche, sa respiration déjà irrégulière, alors que les premiers signaux d'alerte s'allumaient. Brooks se tenait jambes écartées devant sa console, les bras croisés, son regard mêlant fierté et dédain. Il aimait voir les aspirants échouer, car pour lui, l'échec était la seule façon de reconnaître la véritable grandeur. « Carter, si tu foires, là-dedans, ce n'est pas du simulateur que tu dois t'inquiéter. C'est de moi. » lança-t-il dans l'intercom, sa voix pleine de sarcasme. Les autres aspirants esquissèrent des sourires nerveux, leurs regards passant de l'écran à Brooks. Mais la femme restait impassible, ses yeux toujours fixés sur les données. Elle semblait non seulement voir les chiffres, mais les comprendre, déchiffrant leur signification en temps réel. Sa calme n'était pas celle d'une observatrice passive, mais celle d'une personne qui connaissait la machine et ses faiblesses. Soudain, sans avertissement, une alarme stridente brisa le silence. Des lumières d'alerte rouge clignotèrent sur les consoles, baignant la pièce dans une lueur pulsante et infernale. Sur l'écran principal, le F-35 simulé était pris dans un vrillage chaotique, coincé dans un décrochage aérodynamique incontrôlable. « Mayday, Mayday! J'ai perdu le contrôle. » La voix de Carter, empreinte de panique, crépita dans l'intercom. Le visage de Brooks s'assombrit, ses mains se crispèrent en poing. « Bon sang, Carter, qu'est-ce que tu as fait? » rugit-il, son autorité menacée par la crise. Il se précipita vers la console secondaire pour activer le système de contrôle des instructeurs. Mais la femme se tenait toujours sur son chemin, une barrière calme et immobile. Brooks n'hésita pas. Avec un mélange d'impatience et de mépris, il baissa l'épaule et la poussa brutalement sur le côté. « J'ai dit dégager !» grogna-t-il, alors que son dos heurtait les racks de serveurs avec un bruit sourd. L'impact résonna dans la pièce, un cliquetis métallique qui fit tressaillir les aspirants. Leurs rires nerveux s'évanouirent, remplacés par un mélange de choc et de malaise. Le major Reynolds fit un demi-pas. En avant, ses yeux se plissèrent, tuissant sa main, se crispant sur la tasse de café. Mais la femme ne réagit pas. Elle ne cria pas, ne se frotta pas le dos. Elle se redressa simplement, lissa sa combinaison d'un seul mouvement économique et fit un pas précis sur le côté. Ses yeux restèrent fixés sur l'écran où l'avion de Carter continuait de tournoyer dans un ciel numérique. Ce que Brooks, dans sa fureur, ne voyait pas, c'était ce qu'elle voyait. Les lumières d'alerte, les données télémétriques frénétiques clignotant d'un amber au bas de l'écran, ce n'était pas une simple erreur de pilotage. La simulation météorologique, pilotée par l'IA, avait déclenché une boucle de rétroaction qui entrait en conflit avec les commandes du pilote. Le système lui-même était défaillant, un bug profondément enfoui qui rendait toutes les procédures standards inutiles. Brooks martelait la console, sa voix devenant plus aiguë. Carter suit la foutue procédure contre braquage, manche en avant. Mais ses ordres étaient inutiles, et au fond de lui, une incertitude lancinante commençait à poindre. Il était le maître de ce système. Du moins, le croyait-il. La femme, dont le regard restait fixé sur l'écran, inclina légèrement la tête, comme si elle entendait une mélodie que personne d'autre ne percevait. Son calme n'était pas un signe de faiblesse, mais de concentration absolue. Et tandis que l'autorité de Brooks commençait à s'effriter sous le poids de son propre échec, il devint clair que ce moment de crise ne serait pas son triomphe. C'était le début d'une révélation qui changerait à jamais la hiérarchie de cette pièce et les convictions de tous les présents. L'alarme assourdissante perça la salle de contrôle de la base aérienne d'Edwards comme un écho strident du chaos qui faisait rage sur l'écran principal. Les lumières d'alerte rouge
pulsait en un rythme frénétique, plongeant le hangar stérile dans une lueur infernale et projetant des ombres inquiétantes sur les visages des personnes présentes. La voix du lieutenant Emily Carter, empreinte de panique, crépitait dans l'intercom « Mayday! Mayday! Je suis en vrille, plate, aucune maîtrise. » Sur l'écran, le F-35. Lightning II simulé tournoyait dans un chaos incontrôlable à travers un ciel numérique, piégé dans un décrochage aérodynamique aggravé par la simulation météorologique pilotée par l'IA. Les rafales de tempête et les turbulences artificielles que Brooks avait vantées comme infaillibles avaient entraîné le système dans une boucle de rétroaction mortelle. Les données télémétriques en bas de l'écran clignotaient en amber, une preuve silencieuse qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur de pilotage. C'était une défaillance du système, un bug enfoui profondément dans les entrailles de la technologie d'IA tant vantée. Le sergent-chef Daniel Brooks se tenait figé devant la console secondaire, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tentait d'activer le système de contrôle des instructeurs. « Carter, calme-toi, contre-braquage manche, en avant, neutralise les ailerons », rugit-il, mais sa voix avait perdu la confiance qui résonnait habituellement dans la pièce. Elle sonnait désormais stridente, presque désespérée, alors qu'il martelait le clavier avec une frustration croissante. Les aspirants disposés en demi-cercle derrière lui échangeaient des regards nerveux. Leur amusement initial face à la remarque cinglante de Brooks envers l'inconnu s'était envolé, remplacé par un mélange de peur et de confusion. Ils sentaient que quelque chose de fondamental allait mal, pas seulement dans la simulation, mais dans la dynamique de cette pièce où l'autorité de Brooks aurait dû être incontestée. La femme que Brooks avait poussée contre les racks de serveurs quelques instants plus tôt se tenait maintenant à un pas de là, sa posture toujours aussi calme. Sa combinaison olive était légèrement froissée, mais elle ne fit aucun geste pour la lisser. Ses yeux restaient fixés sur l'écran où le F-35 continuait de plonger dans un tourbillon chaotique vers le sol numérique. Ses lèvres bougeaient à peine comme si elle calculait mentalement les données télémétriques, vitesse aérodynamique, angle d'attaque, perte d'énergie, taux de synchronisation. Elle ne se contentait pas de voir les chiffres, elle les comprenait, les lisait comme une langue qu'elle maîtrisait parfaitement. Alors que les ordres de Brooks résonnaient dans la pièce ponctuée par le hurlement strident de l'alarme de décrochage, une clarté absolue se dessina sur ses traits. Elle reconnut ce que Brooks, dans sa rage aveugle, ne voyait pas. La simulation météorologique de l'IA avait créé une boucle de rétroaction qui bloquait les commandes du pilote. Les procédures standards que Brooks exigeait avec tant de véhémence étaient inutiles. Le système lui-même était l'ennemi. La frustration de Brooks déborda. « Bon sang, Carter, tu as bousillé mon simulateur ?» cria-t-il, sa voix se brisant sous l'effet de la colère et d'une prise de conscience terrifiante de son propre impuissance. Il frappa la console de son poing, un acte de rage futile qui fit tressaillir les aspirants. Le Major Reynolds, debout à l'écart sa tasse en polystyrène, oublié, observait la scène avec une attention tendue. Son regard passait de Brooks à la femme dont le calme dans ce moment de chaos agissait comme un phare. Il remarqua la manière dont elle se tenait, pas raide, mais dans une disponibilité parfaite et détendue qu'il n'avait vue que chez peu de personnes. C'était la posture d'un duelliste, d'une personne qui non seulement survivait dans la crise, mais y prospérait. Un souvenir jaillit dans son esprit, un rapport confidentiel sur une pilote d'essai connue sous le nom de code Phantom. Mais il repoussa cette pensée, pas encore prête à accepter le lien. À ce moment de crise croissante, alors que l'alarme devenait plus forte,
et que les altimètres simulés à l'écran, du 8000 pieds, 7000 pieds, chutant à une vitesse vertigineuse, la femme fit son premier mouvement. En 2 pas déterminés, elle s'avança vers la console secondaire, ses bottes de vol usées ne faisant aucun bruit sur le sol en béton poli. Sa voix, lorsqu'elle parla, n'était pas forte, mais elle trancha le bruit des alarmes et la respiration lourde de Brooks avec l'autorité claire et tranchante d'un scalpel. « Je prends le contrôle », dit-elle, ses mots calmes mais inébranlables. Brooks se retourna les yeux écarquillés d'incrédulité et d'une colère renouvelée. « Vous prenez quoi? » cracha-t-il, ses mains gesticulant sauvagement vers la console. « C'est une défaillance en cascade du système. Le système est bloqué. Il n'y a rien à contrôler. » Ces mots étaient une tentative de réaffirmer son autorité déclinante, mais ils sonnaient un creux désespéré. Les aspirants regardaient le visage pâle, tandis que les instructeurs plus âgés se raidissaient incertains s'ils devaient intervenir. Mais la femme ne perdit pas de temps à répondre. Elle glissa dans le siège de l'instructeur désormais libre, ses mouvements fluides et économiques, sans un geste superflu. Sa posture dans le siège était parfaite, un modèle d'efficacité ergonomique. Ses mains, qui pendaient, auparavant détendues à ses côtés, s'élevèrent vers la console, et à cet instant, elles se transformèrent. Ce n'étaient plus des mains, mais des instruments d'une précision et d'une dextérité impossibles. Ses doigts dansèrent sur le clavier tapant des commandes avec une vitesse et une assurance rappelant un chirurgien. Ce n'étaient pas des procédures standards, pas des commandes tirées du manuel. C'étaient des protocoles obscurs de portes dérobées connus uniquement des développeurs originaux du système ou de quelqu'un qui le connaissait mieux qu'eux. Elle ne luttait pas contre la simulation, elle la reprogrammait en direct, sous pression. Sa main gauche jaillit vers un petit panneau non étiqueté sous le moniteur principal, un port de diagnostic normalement utilisé uniquement par les techniciens d'usine. D'un geste rapide, elle l'ouvrit, révélant une série d'interrupteurs à bascule et de molettes d'entrée. Brooks la fixait abasourdi. Il était l'instructeur en chef de ce simulateur depuis 7 ans et ignorait même l'existence de ce panneau. « Contournement manuel actionneur hydraulique », murmura-t-elle, sa voix basse, presque comme un monologue adressé à personne dans la pièce. Elle actionna 3 interrupteurs dans une séquence précise. EQ en mode neutre contournement de la logique de vrille plate. Un autre interrupteur fut basculé et sur l'écran principal, la moitié des lumières d'alerte rouge s'éteignirent soudainement remplacées par des indicateurs de préparation ambrés. Le vrillage sauvage de l'avion simulé ralentit la rotation, devint moins chaotique, plus stable. Mais il tombait toujours, un bloc de 40 000 livres plongeant à travers le ciel numérique. Elle a stabilisé la vrille, mais elle est toujours en décrochage, murmura l'un des autres instructeurs, sa voix mêlée d'admiration et de confusion. Elle n'a pas de puissance moteur. C'est un manche-mort. Impossible à cette altitude. La femme ne se laissa pas déconcerter. Sa main droite se déplaça vers le manche de commande de l'instructeur et le levier de poussée sa prise légère mais ferme. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, mais elle ne regardait pas seulement la vue du cockpit. Elle lisait les subtilités, le flux de données brutes défilant sur le côté droit de l'affichage, vitesse aérodynamique, angle d'attaque, perte d'énergie, taux de synchronisation. C'était une langue qu'elle connaissait aussi intimement que son propre nom. Elle n'était plus une technicienne, elle était une pilote. Elle pilotait les chiffres, pas la machine. Avec une série d'ajustements minuscules, presque imperceptibles du manche, elle abaissa le nez du jet numérique, sacrifiant une altitude précieuse pour une vitesse vitale.
L'alarme de décrochage se tut enfin. Elle avait brisé le décrochage. L'avion volait à nouveau, mais sans moteur. C'était désormais un planeur très très lourd. À l'écran, une piste d'atterrissage apparut au loin, une fine bande grise au milieu d'un paysage vert. Elle était à des kilomètres bien au-delà du chemin de glisse calculé par le simulateur. Un nouveau message clignota à l'écran en lettres rouges vifs, « Solution d'atterrissage impossible ». La femme ne montra aucune réaction. Ses mains restaient calmes, son attention absolue. La pièce était si silencieuse que le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement semblait un moteur rugissant. Chaque personne, les aspirants, les instructeurs Brooks Reynolds, étaient captivés, témoins d'un acte de professionnalisme hérétique défiant la réalité définie par la machine elle-même. Alors que la femme pilotait le F-35, simulé avec une précision frôlant le surnaturel, un souvenir jaillit dans l'esprit de Brooks, un moment qui le hantait depuis des années. 10 ans plus tôt, jeune mécanicien, il avait participé à un vol d'entraînement qui s'était soldé par une catastrophe, une panne de moteur qui avait fait s'écraser un jet dans le désert. Il avait été blâmé à l'époque, bien qu'un rapport ultérieur ait montré qu'il s'agissait d'un défaut de conception. Mais la honte, l'humiliation s'étaient incrustées dans son être, alimentant son arrogance comme un bouclier contre la peur d'échouer à nouveau. Maintenant, face à cette crise, il sentait cette vieille blessure se rouvrir. Il ne perdait pas seulement le contrôle du simulateur. Il perdait le contrôle du récit qu'il avait construit sur lui-même. La femme, dont l'identité restait un mystère, manipulait le manche avec une aisance qui trahissait une profonde familiarité avec le système. Elle n'avait pas seulement pris le contrôle, elle avait réécrit le système lui-même, contournant la simulation météorologique de l'IA, en utilisant un accès de porte dérobé qu'elle connaissait manifestement d'un projet antérieur. Ses doigts volaient sur le clavier tout en stabilisant le jet. La piste d'atterrissage se rapprochait de plus en plus jusqu'à ce que finalement, avec un léger soubresaut à peine visible à l'écran, les roues touchent la piste. L'avion roula le long de la ligne médiane, parfaitement stable, et s'arrêta doucement. À l'écran, le message d'impossibilité disparut, remplacé par un seul mot vert, « atterri ». Un souffle collectif emplit la pièce suivi d'un silence assourdissant. Brooks restait figé, la bouche légèrement ouverte, son visage une masque d'arrogance brisée et de choc pur. Il tourna lentement la tête pour regarder la femme. « C'est impossible », murmura-t-il, ces mots à peine audibles. Le major Reynolds brisa enfin le sortilège ses pas, résonnant sur le sol en béton, alors qu'il se dirigeait directement vers un terminal sécurisé dans un coin de la pièce. Une étincelle de reconnaissance s'était enflammée dans son esprit en une certitude brûlante. La posture, le calme impossible, la précision chirurgicale, tout correspondait à un rapport qu'il avait lu il y a plus de 10 ans sur une pilote d'essai qui avait sauvé un prototype d'avion après une perte totale de contrôle au-dessus du désert du Nevada. Son nom de code Phantom. Les doigts de Reynolds tapaient sur le clavier, les clics résonnant comme des coups de marteau dans la baie silencieuse. Il entra ses autorisations de niveau de commandement et tapa le nom qu'il soupçonnait maintenant Sophia Keller. Le système demanda une autorisation secondaire. Il scanna son empreinte digitale. L'écran s'illumina, affichant un document de dossier personnel spartiate et fortement caviardé. Mais les détails essentiels étaient là en lettres blanches, nettes, sur fond noir. Les yeux de Reynolds s'écarquillèrent en lisant. Il savait qu'elle était une légende, un mythe chuchoté dans la communauté des pilotes d'essai. Mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce mythe. Il se redressa sa posture,
passante de celle d'un commandant de base à celle d'un subordonné face à une autorité supérieure. Les aspirants et les instructeurs fixaient encore l'écran incapables de comprendre l'atterrissage impossible. Le regard de Brooks était fixé sur la femme, ses pensées, un tourbillon de confusion, d'humiliation et d'une suspicion terrifiante qui commençait à poindre. Il commençait à deviner qu'il n'avait pas simplement insulté une officière au hasard. Il avait fait quelque chose de bien pire. Le silence dans la salle de contrôle de la base aérienne d'Edwards était presque tangible, seulement interrompu par le bourdonnement discret des racks de serveurs et l'écho faible de l'alarme enfin éteinte. L'écran principal affichait encore l'image du F-35 simulé arrêté doucement sur la piste numérique, le mot « atterri », brillant en lumière verte comme un triomphe silencieux. Le sergent-chef Daniel Brooks restait figé, le visage blême, ses mains pendantes inutilement à ses côtés. Les aspirants, les instructeurs, les techniciens, tous étaient pétrifiés, pris dans l'après-coup de ce qu'ils venaient de voir. La femme qui venait d'accomplir l'impossible était encore assise dans le siège de l'instructeur, ses mains reposant calmement sur ses genoux. Elle cligna lentement des yeux comme si elle sortait d'une transe, son expression moins celle d'une pilote ayant accompli un miracle que celle d'une ingénieure ayant résolu une équation complexe. Son calme n'était pas seulement impressionnant, il était intimidant, une démonstration silencieuse de compétence qui pesait plus lourd que n'importe quel insigne ou grade. Le Major Thomas Reynolds se tenait au terminal sécurisé, ses doigts encore suspendus au-dessus du clavier. Le dossier personnel qu'il avait ouvert se gravait dans son esprit. Le nom, Sophia Keller, nom de code Phantom, n'était plus une surprise, mais une confirmation de ce qu'il avait pressenti au fond de lui. Mais les détails qu'il lisait dépassaient même ses attentes. Plus de 9000 heures de vol, dont 4500 en mission de combat. Des distinctions qui semblaient un panthéon d'honneur militaire, la Distinguished Flying Cross, avec 4 grappes de feuilles de chêne, la Silver Star, la Air Force Cross. Elle avait été la pilote d'essai principale pour le projet X-37C, la plateforme sur laquelle ce simulateur était basé. Elle n'avait pas seulement piloté la machine, elle avait écrit une grande partie du code du système de contrôle de vol utilisé ici quotidiennement. Mais la dernière ligne du dossier était celle qui réorganisa définitivement la pièce « Affectation actuelle à partir de 06 juillet ce matin, commandante 5e flotte aérienne des États-Unis. » Reynolds se redressa, sa posture se raidissant en un signe de respect et de subordination. Il se tourna, ses pas résonnant sur le sol en béton alors qu'il s'approchait de la femme. Son visage était grave, sa voix portait une autorité qui n'admettait aucune discussion. « Sergeant-chef Brooks », commença-t-il, ses mots lents et délibérés. « Vous êtes un vétéran de 22 ans de cette force aérienne. On vous a confié la formation de notre prochaine génération de pilotes, une responsabilité qui exige non seulement des connaissances techniques, mais aussi du jugement de la sagesse et la capacité de reconnaître la compétence, même lorsqu'elle ne porte pas l'uniforme que vous attendez. » Il marqua une pause, laissant les mots peser comme un verdict dans la pièce. Puis, il s'adressa aux autres présents, sa voix devenant plus forte, plus claire. « Vous avez tous été témoins de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Vous avez vu une défaillance catastrophique du système, une réaction de panique, une rupture des procédures. Et ensuite, vous avez vu une maîtrise exceptionnelle dans la gestion de crise. » Il se tourna vers la femme, toujours assise calmement dans le siège. Il ne s'adressa pas directement à elle, mais lut dans le dossier sa voix prenant le ton rythmique et formel d'une cérémonie. « Dossier de service Keller. Sophia, nom de code Phantom. Heures de vol plus de 9000, dont 4500 en mission de combat.
Un murmure parcourut les instructeurs. Le nom de code était légendaire, une Hoa, histoire racontée aux jeunes pilotes d'essai à China Lake. Distinction Distinguished Flying Cross avec 4 grappes de feuilles de chêne Silver Star Air Force Cross. Les aspirants retinrent leur souffle. C'était plus d'expérience de combat que leurs 4 derniers commandants d'escadron réunis. Elle était la pilote d'essai principale pour le projet X-37C. Elle a écrit la moitié du code du système de contrôle de vol que vous utilisez tous les jours. Reynolds laissa l'information s'installer, une révélation qui redéfinissait la réalité dans la pièce. Elle n'avait pas piraté le système, elle avait simplement accédé à son propre travail. Il prit d'une profonde inspiration avant de livrer l'information finale dévastatrice. Son affectation actuelle, commandante 5e flotte aérienne. Il marqua une pause, puis adopta la posture la plus rigide de sa carrière et salua si précisément que cela semblait couper l'air. Amiral Keller, au nom de mon commandement, je vous présente mes excuses pour le traitement non professionnel que vous avez subi. Bienvenue sur la base aérienne d'Edwards. La pièce retint son souffle. Un par un, les instructeurs, les aspirants, effrayés, les techniciens accourus, prirent la position de garde à vous et saluèrent, tous sauf un homme. Brooks restait immobile, le visage blême, ses yeux fixés sur les 4 étoiles qui n'étaient pas visibles sur sa combinaison. Il n'avait pas seulement insulté une officière, il avait poussé, humilié et manqué de respect à sa nouvelle commandante de flotte. L'histoire de ce qui s'était passé dans la baie de Simulation 7 se répandit comme une traînée de poudre à travers la base. Elle passa des conversations discrètes des aspirants à la cantine, aux récits exagérés des pilotes au club des officiers jusqu'aux hochements de tête pensifs des sous-officiers plus âgés. L'histoire acquit presque instantanément un statut mythique. Ils l'appelèrent la légende du fantôme. Il parlait de la femme discrète, dans une combinaison banale, qui était entrée dans l'antre du lion et avait dompté la bête non pas par des cris, mais par un murmure de compétence. Les détails devinrent légendaires, l'atterrissage impossible, sans moteur, les codes secrets, de portes dérobées, la révélation de son identité, le salut tonitruant de Reynolds. Cela devint une parabole, un avertissement sur les dangers des préjugés et la véritable nature de l'autorité. Il ne s'agissait pas du grade sur le col, mais de la compétence dans les mains et du calme dans le cœur. 1 heure plus tard, Brooks fut officiellement convoqué dans le bureau du Major Reynolds. La réprimande fut brutale, non pas parce que Reynolds criait, mais parce qu'il ne le faisait pas. Il parla d'un ton bas et déçu, dénonçant l'échec de Brooks en tant que leader qui avait permis une culture d'arrogance isolée sous son commandement. Brooks fut officiellement relevé de ses fonctions d'instructeur en chef et muté à un poste logistique, un travail de bureau profondément enfoui dans les entrailles administratives de la base. C'était une chute humiliante, une castration publique de l'homme qui avait régné sur son petit royaume d'une main de fer. Mais la punition était secondaire par rapport à l'auto-analyse que Brooks traversa. Il passa les jours suivants dans un état de honte profonde. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage calme et analytique. Il entendait sa voix douce tranchant le chaos. Il sentait la pression fantomatique de son dos contre les racks de serveurs, un moment de manque de respect désinvolte qui semblait maintenant une profanation. 1 semaine plus tard, Brooks, désormais en uniforme de service, se tenait devant un bureau temporaire dans le centre de commandement de la base. Il avait demandé une audience formelle avec l'amiral Keller par les canaux officiels. Il s'attendait à être refusé ou au mieux à être reçu par un aide de camp qui accepterait ses excuses écrites. Après 20 minutes
qui semblèrent une éternité, la porte s'ouvrit. L'amiral Keller se tenait là désormais dans son uniforme de service blanc impeccable, les 4 étoiles argentées sur son col brillant, d'une clarté presque impossible. « Sergent », dit-elle sa voix calme et dénuée de rancune. Elle lui fit signe d'entrer. Il entra, se mit au garde-à-vous devant son bureau et n'offrit aucune excuse. Il la regarda droit dans les yeux, son regard rempli d'une honte presque douloureuse à voir. « Amiral », commença-t-il, sa voix se brisant légèrement, « il n'y a pas d'excuse pour mon comportement. Mon manque de respect était non professionnel, mes actions impardonnables. J'ai échoué en tant que leader, en tant qu'instructeur et en tant que soldat. Je vous présente mes excuses formelles et sincères. » L'amiral Keller le regarda longuement, son expression indéchiffrable. Puis, elle hocha légèrement la tête. « Vos excuses sont acceptées, Sergeant Brooks, » dit-elle. « L'Air Force vous a déjà discipliné. Je n'ai aucun intérêt à vous punir davantage. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez appris. » Brooks fut déconcerté. « Même ?» demanda-t-il perplexe. « Vous étiez dans une crise, » expliqua-t-elle, sa voix prenant la qualité d'une enseignante. « Vos outils vous ont lâché, vos connaissances ont atteint leurs limites. Au lieu de vous adapter, vous êtes tombé dans la colère et les accusations. C'est la leçon. L'arrogance est un bouclier pour l'insécurité. La compétence n'a pas besoin d'être bruyante. Regardez le soldat-sergent pas l'uniforme, ou, dans mon cas, son absence. C'est ainsi que vous servez vraiment cette Air Force. » Elle marqua une pause. « Vous êtes un homme avec 22 ans de connaissances techniques précieuses. Ne laissez pas un moment d'échec orgueilleux effacer tout cela. Apprenez-en. Enseignez aux autres ce que vous avez appris. C'est votre chemin de retour. Rompez. » Brooks resta un instant figé, submergé par sa réponse. Ce n'était pas exactement du pardon. C'était une directive, un défi, une chance de rédemption offerte par la personne qui l'avait si gravement offensé. Il salua plus précisément qu'il ne l'avait jamais fait, ses yeux brûlants d'émotion. « Oui, même, » dit-il, la voix enrouée. Il se retourna et quitta son bureau, un homme brisé, mais un homme à qui on venait de donner un plan pour se reconstruire. 1 an passa. La culture sur la base aérienne d'Edwards avait subtilement mais significativement changé. L'histoire de l'amiral Keller était devenue une pièce fondamentale du folklore institutionnel, une leçon racontée à chaque nouveau groupe d'aspirants dès le premier jour. Une petite plaque de laiton fut discrètement fixée sur le côté de la console de l'instructeur du simulateur. Elle ne mentionnait ni son grade ni l'événement. Elle portait simplement les mots « Amiral Keller Phantom ». Elle devint un symbole, un rappel. La séquence de récupération avancée qu'elle avait utilisée pour poser le jet simulé fut officiellement intégrée au programme d'entraînement appelé le « Manœuvre Keller » et devint le test ultime des compétences d'un aspirant pilote. Brooks avait purgé son temps dans le département logistique, mais le Major Reynolds, reconnaissant le changement profond chez cet homme, l'avait finalement autorisé à retourner dans la baie de simulation avec l'accord tacite de l'amiral Keller. Mais il était un instructeur différent. L'arrogance tonitruante avait disparu, remplacée par une patience calme et exigeante. Il était plus strict avec ses élèves qu'auparavant, mais aussi plus juste. Il les poussait à leurs limites, mais était le premier à offrir de l'aide lorsqu'ils trébuchaient. Il prêtait particulièrement attention aux discrets, aux aspirants, qui ne correspondaient en pas au stéréotype du pilote de chasse audacieux. Il les voyait, et il se faisait un devoir de cultiver leurs compétences cachées. Un après-midi, Brooks supervisait une jeune aspirante, le lieutenant Sarah Miller, une pilote brillante mais timide.
qui hésitait souvent sous la pression. Elle était dans la boîte, confrontée aux redoutables manœuvres Keller. Les alarmes hurlaient, les lumières rouges clignotaient, et elle était prise dans une vrille plate catastrophique. Dans l'intercom, sa respiration était hachée, empreinte de panique. L'ancien Brooks l'aurait écrasée, exposant sa faiblesse. Le nouveau Brooks se pencha vers le microphone, sa voix calme et ferme. « Respire, Miller. Tu connais la procédure. Ce n'est pas une question de machine. C'est une question de toi. Pilote les chiffres, pas la peur. Je sais que tu peux le faire. » Il observa alors qu'elle luttait contre sa panique, ses mains se déplaçant sur les commandes, d'abord maladroitement, puis avec une assurance croissante. Elle initia la séquence de contournement. Manuel brisa le décrochage, abaissa le nez et entama le long et silencieux vol plané vers la piste. Ce n'était pas aussi élégant que celui de l'amiral, pas aussi parfait, mais c'était réussi. Lorsque le jet simulé s'arrêta sur la piste, un cri de joie éclata parmi les autres aspirants dans la baie. Brooks se permit un sourire rare et discret. Il parla une dernière fois dans le microphone. « Bon travail, Miller. Le Phantom serait fier. » Il jeta un coup d'œil à la petite plaque de laiton sur la console, un rappel constant du jour où son monde s'était brisé et avait été reconstruit sur des bases plus solides. Le véritable héritage de l'amiral Sophia Keller n'était pas le manœuvre ni la plaque, portant son nom de code. C'était le changement culturel profond et silencieux qu'elle avait inspiré par une seule démonstration de compétence incontestable. Cela se manifestait dans la manière dont les instructeurs cherchaient désormais le potentiel chez les aspirants les plus discrets, dans l'humilité nouvellement trouvée d'un sergent autrefois arrogant qui enseignait désormais des leçons de caractère aux côtés de l'aérodynamique, et dans la confiance d'une jeune aspirante comme Miller qui savait que sa valeur n'était pas définie par son genre ou son comportement, mais par sa capacité à performer sous pression. La leçon était claire. La véritable force n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Elle n'a besoin ni de validation, ni d'applaudissements. Elle est simplement là, attendant patiemment un moment de crise pour se révéler non par des mots, mais par une action déterminée et efficace. Cette leçon résonnait dans chaque entraînement, dans chaque geste silencieux de reconnaissance, dans chaque aspirant qui apprenait à regarder au-delà des préjugés et à reconnaître la compétence là où elle se manifestait. C'était un rappel que dans un monde dominé par la technologie et la hiérarchie, la véritable autorité réside dans la capacité à s'adapter, à apprendre et à inspirer les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était une leçon d'humilité, d'égalité et de la valeur inarrêtable d'un professionnalisme discret qui non seulement transforma la base, mais aussi les cœurs et les esprits de ceux qui en furent témoins.